Chaque année, et ce depuis 6 ans, l'Institut Lallemand organise son colloque annuel au mois de juin. Cet événement met en valeur les épreuves intégrées de fin d'études réalisées par nos étudiants. Elles sont organisées autour d'une thématique centrale et commune à chacun. Pour l'édition de cette année, le thème est « Culture et perspective ». Les étudiants mènent des projets personnels de recherche appliquée, mais qui sont tous articulés autour d'un axe central et commun à plusieurs membres d'un même groupe. L'axe commun est défini par le professeur promoteur. Ce point commun est soit méthodologique, soit conceptuel. Ce travail sera le fruit d'une communication publique menée par nos étudiants lors du colloque. Afin de soutenir ces travaux et en plus du travail de promotion et d'accompagnement individuel, plusieurs professeurs proposent des conférences à destination de leurs étudiants. Celles-ci ont vocation à soutenir ces démarches. Il y aura donc un cycle de conférences proposées aux étudiants dans le cadre de l'épreuve intégrée. Ok, donc on se rencontre alors aujourd'hui pour parler de notre thématique TFE, donc l'identité narrative et les pratiques professionnelles, donc avec le groupe RNB, donc de M. Reinhardt moi-même, Nourbache et Mme Boutawang. Donc, dans un tout premier temps, je propose qu'on opère en deux temps. Un premier temps, la question de la définition. On regarde en général ce que c'est que l'identité narrative pour se familiariser un petit peu avec son potentiel. Donc, ce sera une dimension plus de l'ordre de la définition, peut-être un peu plus abstractive. Et puis après, on regarde des champs d'application pour vous montrer la diversité possible des applications de ce concept, qui est en fait un concept assez opérant. Alors, si on regarde, c'est un concept qui est développé sur le continent par un auteur français, Paul Ricoeur, qui est décédé il y a une grosse vingtaine d'années. Et en fait, ce qu'il fait remarquer, c'est qu'il y a un enjeu dans l'identité narrative, un enjeu de reconnaissance. Et comment est-ce que cette reconnaissance va opérer? Donc ça, c'est vraiment un énorme concept, la reconnaissance, qui lui-même peut avoir beaucoup de traductions assez différentes. Mais l'idée de la reconnaissance, elle va ici s'exercer par le fait de se mettre en récit, de se raconter, pour soi-même et dans le rapport à d'autres personnes aussi. C'est un petit peu ça l'idée de l'identité narrative, c'est que par le récit de soi, la mise en récit de soi, il y a une forme de reconnaissance par soi et par l'autre, et pour l'autre, qui est en train de s'opérer. Alors, ce qui est important à comprendre aussi avec ce concept-là, vous voyez déjà des gros termes qui apparaissent, l'historicité du sujet, c'est la mise en histoire du sujet, et l'herméneutique du sujet, eh bien, c'est la possibilité, l'herméneutique, c'est la possibilité d'une interprétation du sujet par lui-même dans son rapport à l'autre. Okay, donc ça, c'est de manière vraiment générale. Alors, Paul Ricoeur, il pose que dans l'identité, puisque vous avez beaucoup de conceptions très différentes de l'identité, Paul Ricoeur, il considère l'identité comme une dynamique. Et il pose qu'une dynamique entre deux termes qui est celui de l'idem et celui de l'ipsé. Et il dit que ces deux termes sont dans une forme de dialectique. Retenez simplement une dynamique qui permet du développement. C'est ça que ça veut dire une dialectique, c'est une dynamique entre deux pôles qui, dans leur interaction, parce qu'ils interagissent ensemble, donc l'idem et l'ipsé, et on va voir ce que c'est, peuvent favoriser une forme de développement, ici le développement de l'identité. On va revenir sur les termes évidemment dans un instant, mais le constat qu'il pose, Paul Ricoeur, c'est de dire que lorsqu'on est dans un rapport à soi-même, donc ça peut être vous-même, ça peut être le professionnel, ça peut être le bénéficiaire, le participant, l'acteur, l'auteur, l'ensemble des personnes participant à un projet, lorsqu'on est dans un rapport à soi-même, Paul Ricoeur, il pose que ce qui est premier, ce n'est pas un rapport d'immédiation, d'immédiateté, mais un rapport de médiation à soi. Et donc, ça veut dire que, concrètement, le rapport immédiat, ça signifierait, et ce n'est pas la position de Ricoeur, ça signifierait que nous sommes dans un rapport clair, conscient, clairvoyant avec qui nous sommes, et que donc notre identité serait à elle-même complètement transparente. De fond en comble, on aurait une lecture claire et évidente de qui on est. Il n'y aurait aucune espèce de possibilité de dynamique ou de variation, de différenciation, d'élaboration ou d'altération de soi. Ce que propose Paul Ricoeur, c'est de dire qu'il y a une forme de médiation et que c'est par cette manière de s'établir médiatement avec soi-même, donc pas de manière immédiate, mais en introduisant entre soi et soi de la médiation, et c'est là que tout va se jouer, on y reviendra évidemment, en introduisant entre soi et soi de la médiation, qu'on va pouvoir élaborer, construire un rapport à soi-même. D'accord ?
Donc pas une distance trop collée de soi à soi, mais on introduit entre soi et soi une forme de distance. On parle de réflexivité ici, mais ça n'implique pas toujours une forme de réflexion qui serait mentale ou strictement intellectuelle. Vous pouvez avoir des expériences qui sont affectives, sentimentales, qui seraient plutôt d'ordre immédiat, mais qui vous invitent ou qui impliquent en vous des formes de réflexion, des formes d'interrogation. Alors, pour le dire simplement et rapidement, l'idem, c'est ce qui renvoie à la mêmeté. L'ipsé, c'est ce qui renvoie à la réflexivité. Vous prenez l'idem, c'est ce que vous reconnaissez comme étant directement vous-même. Ce qui est directement vous, ce que vous associez à vous-même, sans aucune espèce d'hésitation. L'ipsé, c'est la manière dont ce que vous reconnaissez comme étant directement vous-même, donc votre identité, eh bien, vous vous autorisez de vous l'approprier, de la faire vôtre. Okay ? On va voir ça dans des exemples ensuite, évidemment. Et donc, dans cette manière de s'approprier soi-même, le rapport à l'autre, c'est ce que vous voyez ici, l'altérité, le rapport à l'autre a un rôle assez déterminant. Et donc l'ipséité, quand il s'agit de la définir, on dit simplement que c'est l'élaboration d'un rapport à soi. Alors quand Ricoeur il parle du soi, ça c'est évidemment aussi important à comprendre, le soi n'est pas un objet qui est un objet physique, qui serait strictement matériel. Le soi, c'est même pas un objet, on va dire que c'est même pas un être, c'est une activité intentionnelle. Concrètement, si on prend des exemples très simples, vous êtes aujourd'hui futur professionnel et à l'aune de l'être, en fin d'année espérons-le, eh bien, cette visée intentionnelle, c'est par elle que vous construisez votre soi, dans une forme de projection de vous-même. Et ce que Ricoeur il pose simplement, c'est que le soi, c'est-à-dire ce que nous sommes, qui on est, a à s'approprier lui-même dans des intentions par rapport à lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que dans les développements, dans les constructions, les élaborations de votre identité, il y a quelque chose comme un désir de soi, une forme d'intention, un désir de soi qui va se jouer. Donc une dimension affective qui va être assez déterminante. Alors le soi est une appropriation propre à soi de son caractère. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce sont des éléments qui ne sont peut-être pas déterminants pour notre rencontre aujourd'hui. D'autres éléments à comprendre. Quand Ricoeur parle de l'identité et qu'il dit il y a l'idem et il y a l'ipsé, le rapport, l'appropriation de soi-même par rapport à des projets de vie, par rapport à des projets professionnels, par rapport à des rencontres avec des bénéficiaires, des participants, des acteurs, eh bien, elle va se réaliser, cette appropriation de soi, sous un terme que vous avez déjà certainement entendu, qui est le terme de subjectivation. Subjectivation, vous pouvez le traduire par faire sien, s'approprier. Et toute la question, je le répète évidemment par rapport à la pratique professionnelle, c'est comment, en tant que professionnel ou futur professionnel, je vais permettre à des bénéficiaires, des participants de pouvoir s'approprier eux-mêmes. Et là, la question des méthodologies, la question de la diversité des pratiques va véritablement rentrer en compte. Pour comprendre ce que c'est un peu la subjectivation, on fait une sorte de dialectique des opposés, c'est-à-dire qu'on dit d'un côté, on pose d'un côté l'ensemble des verbes qui ne vont pas correspondre à ce que c'est que la subjectivation, ou des termes, et de l'autre côté, l'ensemble des termes qui y correspondront. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une identité narrative, elle se met en histoire, donc elle établit du temps. Ce qui veut dire qu'une identité narrative, quand elle commence à se raconter elle-même, ce qu'elle fait, c'est pas s'inscrire dans un temps physique. C'est même pas simplement vivre subjectivement le temps, avoir une appréhension subjective du temps, on sent le temps qui passe plus ou moins vite, ça c'est une appréhension subjective du temps. C'est beaucoup plus que ça, c'est temporaliser le sujet, donc c'est-à-dire générer des formes temporelles. C'est inscrire du temps. Ce qui veut dire que concrètement, si on devait prendre un exemple qui parlerait assez rapidement à tout le monde, si vous aviez, imaginons qu'en 3 événements majeurs, vous deviez résumer qui vous êtes aujourd'hui, vous sélectionneriez sans doute un ensemble d'éléments qui pourraient même suivre une logique chronologique, mais pour comprendre le sens que vous attribuez aux événements, il n'est peut-être pas déterminant pour celui qui vous écoute, et si c'est vous-même qui vous écoutez, eh bien, de situer précisément dans le temps objectif quand ça s'est passé, à telle date, etc. Ce qui est important, c'est de comprendre comment et pourquoi vous sélectionnez ces événements-là pour dire aujourd'hui qui vous êtes quand vous vous inscrivez dans une forme d'histoire. Ça, c'est la temporalisation du sujet. C'est le sujet qui s'inscrit dans un temps qui lui est donné, qui serait subi de l'extérieur, les minutes, les secondes, les heures, les mois, etc., les années, mais c'est un sujet qui génère son propre temps pour pouvoir agir en ce temps-là.
On a parlé très concrètement des organisations du temps avant, là c'est une forme de temporalisation. Vous allez structurer un temps pour pouvoir agir dedans, pour des formes qui sont plus ou moins agréables, plus ou moins désirées, etc. Pour l'espace, il y a des choses similaires. Quand on dit la spatialisation du sujet, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on comprend un sujet, de dire qu'un sujet est situé ici ou là, c'est assez différent d'observer comment un sujet se situe. Prenez l'exemple des émotions, par exemple. Une émotion peut générer, les émotions qui vous animent peuvent générer certains espaces en vous, à l'intérieur de vous, ou peuvent amener que vous vous sentiez par rapport à l'espace environnant plus petit. Rapetissez, pensez à l'angoisse, une forme de tension et de rétraction en vous-même. L'angoisse, c'est une spatialisation du sujet. Le sujet angoissé établit une forme d'espace dans lequel il se situe et qui ne peut pas être compris en termes de mètres carrés ou de distance physique mesurée seulement. Donc la question de la spatialisation aussi, quand on parle d'un chez-soi, quand on essaye de développer par exemple chez un sujet une forme de confiance en soi, d'estime de soi-même, et que pour y atteindre, on travaille par la médiation corporelle, par exemple. Ça peut être par des formes sportives, plutôt créatives, culturelles, sophrologiques, etc., peu importe, mais qu'on passe par le corps. Il faut bien comprendre que le corps est notre propre corps, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'intériorité, qui n'est pas nécessairement les organes à l'intérieur du corps, mais la manière dont on se sent vivre, dont on se sent être, eh bien, cette manière de concevoir la chose est une spatialisation du sujet. Donc le sujet peut créer au sein de son propre corps un environnement. Quand vous avez, on s'écarte un petit peu, mais c'est pour traduire la pensée, quand vous avez des mystiques ou quand vous avez simplement des personnes qui s'exercent à des formes d'introspection en passant par l'écriture par exemple, ou des personnes qui, simplement dans une sorte de pensée absorbée en elles-mêmes, développent un environnement intérieur à l'intérieur duquel, donc un vécu à l'intérieur duquel elles peuvent se sentir. Ça, c'est une spatialisation du sujet. Ce n'est pas le sujet qui se trouve dans l'espace, c'est un cas, mais c'est surtout le sujet qui génère son propre espace. Et donc, à ce titre, la langue allemande peut être intéressante. On oppose, pour comprendre l'environnement, le cosmos à l'Umwelt, ou en allemand, ce terme est beaucoup plus intéressant, le Lebenswelt. Welt, c'est le monde, Leben, c'est vivre, c'est l'infinitif vivre. Donc, l'environnement, ce n'est pas l'ensemble des personnes qui sont autour de nous, ce n'est pas la structure en termes de mètres carrés, en termes de volume, etc., qui est autour de nous. L'environnement, c'est précisément le lieu dans lequel nous vivons. Et donc, selon la perception qu'on a de cet environnement, on va pouvoir s'estimer capable ou moins capable de pouvoir y vivre, de pouvoir y agir. D'accord ? Vous comprenez que si vous allez, je donne un exemple voilà, si vous venez ici avec le cœur serré à chaque fois, c'est votre manière d'entrer dans l'espace, dans l'environnement de l'école. Si vous venez avec une joie et une légèreté, c'est une autre manière d'y venir aussi. C'est ce que le terme en dessous explicite aussi. On distingue, c'est en allemand, c'est de nouveau, ce sont des petites formalités, des nuances par lesquelles on passe, mais le Körper, donc qui renvoie plutôt au corps physique, et le Leib, de Leben, qui renvoie au corps qui se vit. Au corps qui se vit. Alors il y a des choses extrêmement intéressantes qui vous concernent peut-être moins directement, mais vous allez dans les soins palliatifs où vous prenez un ensemble d'éléments qui pourraient se rencontrer dans les milieux médicaux ou paramédicaux. Vous prenez par exemple des membres qui ont été amputés et vous avez le phénomène du membre fantôme. En termes de corps physique, le Körper, si on observe extérieurement la personne, il lui manque un bras, si c'est le bras qui lui manque. En termes de corps vécu, pour cette personne-là, elle peut encore sentir des douleurs qu'elle peut situer sur le bras qui n'est plus là, qu'elle situe à un endroit du bras qui n'est plus là. Ce qui montre bien que la manière dont le corps se vit ne peut pas, c'est pas qu'elle est plus ou moins, mais c'est qu'elle est sans doute différente de la manière dont le corps physique peut se comprendre. Il y a une manière appropriée, subjective de vivre le corps qui se traduit dans la manière dont on le vit, précisément. Voilà, mais donc ça veut dire qu'en termes de valeurs, on a beaucoup de valeurs qui peuvent émerger depuis la manière de vivre une situation à travers des corps, etc. Je donnerai des exemples plus tard. Alors, ça c'est un élément très intéressant aussi. Le 2, le sujet est un centre insubstituable de perspective sur le monde. Dans le cas d'une identité narrative, c'est-à-dire que si le sujet est mis en capacité de pouvoir générer sa propre histoire et de pouvoir choisir la perspective qu'il jette dessus, il pourrait considérer par exemple qu'il est animé de plusieurs couches d'histoire, qu'il y a plusieurs histoires en lui, ou qu'à un moment donné de son existence,
situe son existence dans le rapport à certains événements du passé, pensez aux traumas qui peuvent être déterminants et des éléments référentiels encore présents, ou comment par des thérapies ou des phénomènes de résilience, on peut s'approprier son rapport au trauma et donc le faire sien, et donc commencer à ne plus seulement le subir, mais à commencer à choisir ou l'établir dans une perspective qui devient une perspective donc choisie. Eh bien, dans ce cadre-là, il est important de considérer que le sujet est un monde à lui tout seul, et que donc si vous retirez ce sujet-là, c'est tout un monde qui s'écroule aussi. Donc le sujet a quelque chose à dire en termes de pratique professionnelle, sous quelle forme, en tant qu'intermédiaire, je pourrais, donc en tant que future éducatrice, éducateur, je pourrais lui permettre de dire ce monde ou de faire monde, d'élaborer du monde. Vous pouvez avoir ce sont des termes que vous connaissez déjà, vous pouvez avoir des sujets qui, par des formes de réduction ontologique, qui limitent leur identité à seulement quelques propriétés très stigmatisantes, s'empêchent elles-mêmes, parfois dans des formes d'auto-exclusion, ça peut être des conséquences, s'empêchent elles-mêmes de pouvoir générer du monde autrement que sous une forme très stéréotypée à travers certains comportements. Donc c'est très intéressant de pouvoir désamorcer ce genre de réduction-là pour réouvrir du champ d'interprétation sur soi-même, et là l'autre va être nécessaire, et l'autre ça pourrait être vous. Les autres termes, on ne va peut-être pas trop les toucher, même si c'est intéressant sans doute de considérer que la subjectivité dans le cadre de cette identité narrative, elle est une énigme à elle-même. Puisqu'elle n'est pas dans une clairvoyance, une transparence vis-à-vis d'elle-même, ça signifie qu'il y a des points d'énigme qui l'animent, et que donc elle a peut-être à pouvoir s'instaurer avec elle-même dans un rapport de curiosité, d'expérimentation, d'exploration, de découverte. C'est ça que ça signifie. Alors je ne vais pas sur la dernière formule, ici je passe un petit peu aussi. Une première conclusion sur l'identité narrative, après on aura un petit schéma et puis on rentre sur les champs d'application. Il y a une éthique de l'identité narrative. Pourquoi ? Ce n'est pas simplement un concept qui est opérant, il y a une dimension éthique parce que lorsque le sujet établit un récit ou des récits, eh bien, il est invité par lui-même ou par des pratiques professionnelles, donc des professionnels qui pourraient l'inviter par certaines méthodes, à prendre position par rapport à son récit, c'est-à-dire ne fût-ce que regretter ou apprécier, ne fût-ce que cela, beaucoup plus commencer à expliciter, à investiguer, développer. Et donc, le sujet, selon Paul Ricoeur, l'évalue, donc son récit, en qualité d'une vie qui peut être réussie, alors évidemment entre guillemets, parce que qu'est-ce que ça signifie, ou non, et selon l'unité, unification des actes qu'il y reconnaît. Si je vous demande aujourd'hui de donner 3 événements qui caractérisent essentiellement qui vous êtes, vous avez peut-être en tête 3 ou 4 événements, vous avez déjà une première sélection qui s'ouvre. Je vous posais la même question il y a 10 ans, c'était très certainement 3 autres événements qui apparaissaient. Dans 10 ans, 3 autres événements encore, s'il ne fallait en choisir que 3. Et donc, c'est dans cette sélection, ce n'est pas que 3 évidemment, mais de cette sélection d'un ensemble d'événements qui nous caractérisent, eh bien, il y a peut-être quelque chose comme une unification à trouver, du lien, du sens à faire entre ces différents actes. Pourquoi est-ce que tel événement de l'enfance, je le lie à tel événement de l'adolescence et à tel événement de mon monde présent ou à tel événement futur qui pourrait arriver ou que je désirerais voir arriver. Là-dedans, il y a du sens et ça fait partie de l'appropriation. Et donc, en termes de première petite conclusion, chacun est irremplaçable parce que, 2, chacun ouvre une perspective originale, c'est-à-dire qui prend son origine en lui, originale et unique sur le monde. Chacun est un centre d'initiative et la narrativité, la mise en histoire, donc, caractérise l'existence. S'établir dans une histoire, pour Paul Ricoeur, c'est donc l'identité narrative, la narrativité de notre identité, c'est un acte d'existence. C'est s'approprier son existence pour commencer à lui donner des directions, des significations, des appréciations, des manières de s'approprier en général. Alors moi j'aime bien ce petit schéma-là parce qu'en général on le comprend mieux. L'idem, c'est le quoi. L'ipséité, c'est le qui. Et l'identité narrative, c'est le comment. Et c'est là qu'est vraiment l'enjeu. L'idem, je vous ai dit, c'est ce que vous reconnaissez comme étant directement vous-même. Donc c'est qu'est-ce que je suis. Si j'avais à dire ce que je suis, qu'est-ce que je serais. C'est l'ensemble des contenus que vous associez à qui vous êtes. L'ipséité, c'est le qui vous êtes. Et l'identité narrative, c'est précisément la manière dont le ce que je suis devient le qui je suis. Quand vous établissez en histoire ce que vous reconnaissez comme étant directement vous-même, vous autorisez à vous approprier
dans une manière décidée, avec des visées, des projections, qui vous voulez être. Et donc c'est là que la dimension narrative entre en ligne de compte, en ligne de mire. Et donc l'idem, c'est le quoi, c'est le contenu, c'est ce que je suis. Ça peut être extrêmement divers, ça peut être des propriétés, ça peut être des manières de me sentir au quotidien. Et là, en termes de qualificatifs, de mots, ce n'est pas toujours évident à qualifier. Et l'identité narrative, retenez que c'est le comment, la manière. Et donc toute la question des méthodes, on pourrait parler de l'evidence-based practice, pourrait arriver ici, par exemple, dans le... pas mal l'accent. Pourrait arriver dans la question de la manière, justement.